Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la trilogie, non pas Star Wars ou Seigneur des Anneaux, mais pour la trilogie de ma télé, ma nouvelle télé. Et donc vous avez sur ce dernier épisode le dernier exemplaire, la dernière télé, celle qui restera à la maison coûte que coûte, puisque au final ça reste un petit peu gavant. C'est Samsung, donc on en était resté au deuxième épisode avec la Panasonic, la très bonne Panasonic en termes de qualité d'image, mais qui était dotée de pas mal de pixels morts, puisqu'elle était dotée de 3 pixels morts. Faut savoir qu'avant d'avoir cette Samsung, j'ai eu un deuxième exemplaire de la Panasonic, qui je trouvais était un petit peu moins bon en termes d'homogénéité de la dalle, etc., mais surtout qui était doté de 4 pixels morts. 4 pixels morts sur le deuxième exemplaire de la Panasonic. Donc du coup, retour à l'envoyeur, qui était sonvideo.com, et pour information, j'étais assez déçu de sonvideo.com sur ce deuxième exemplaire de la Panasonic, puisque autant le premier, la réception était nickel, très haut de gamme, palette dédiée et tout, je vous invite à revoir la vidéo. Autant ce deuxième exemplaire, le carton abîmé, transpercé, enfin une catastrophe quoi. C'était même pas ce qu'on appelle un grade A, c'était vraiment un produit neuf avec carton abîmé, carton très abîmé. Donc j'étais vraiment pas content là-dessus. Mais de toute façon, j'étais prêt à la garder même si le carton est abîmé, si la télé était très bonne. Ce qui n'était pas le cas, puisque c'est au lieu d'avoir 3 pixels morts sur le premier exemplaire, c'était 4 pixels morts cette fois-ci. Dommage parce que la qualité d'image de cette Panasonic reste quand même assez exceptionnelle. Mais au final, j'ai demandé un avoir à sonvideo.com, puisqu'après la Sony de Panasonic, et le Jamais 203 au final, j'ai décidé de partir chez un autre commerçant. L'autre commerçant, c'est tout simplement Darty. Donc j'ai acheté cette Samsung ici chez Darty. Alors qu'est-ce que c'est cette Samsung? C'est une 55 pouces, c'est une QLED, c'est une haute gamme de la gamme QLED. C'est pas la plus haute gamme, mais c'est une haute gamme. Et c'est la QLED Q83T. Donc elle a une 55 pouces Q83T. Alors pour la petite histoire, cette famille Q80 existe en plusieurs exemplaires. Et vous avez la Q83T qui est donc celle que vous avez sous les yeux. Et vous avez également une Q80T qui est exactement la même télé, mais avec un pied différent et une télécommande différente. Donc du coup, vous avez deux modèles, deux dénominations pour le même modèle en fait. Voilà, tout simplement. Donc ne vous trompez pas, une Q83T, une Q80T, au final, c'est la même chose, sauf le design et la télécommande qui est différente. Alors c'est 55 pouces Q83T, et la version donc un peu plus haut de gamme, puisque vous allez voir, elle a une télécommande un petit peu plus haut de gamme, même meilleure. Et c'est une QLED, c'est une full LED, donc elle est dotée d'une technologie full LED, comme la Sony. Ça veut dire que vous avez le rétroéclairage qui est derrière la dalle avec des zones, donc elle est local dimming. Alors chez Samsung c'est un nom dédié, mais c'est le local dimming pro. Enfin voilà la variation du rétroéclairage et la gestion du rétroéclairage par zone avec le full LED. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour les LCD, hein. Donc le full LED, et c'est ce qui se rapproche le mieux de l'OLED en fin de compte pour tout ce qui est gestion des noirs. Bien entendu, elle est Ultra HD, 4K, elle est HDR10+, elle est Apple AirPlay, enfin elle a toute la technologie appropriée, et vous allez voir que c'est notamment un point assez positif. Donc, pourquoi je suis parti chez Samsung? Après Sony, après le premier déboire chez Sony, les déboires chez Panasonic, je me suis dit, on va essayer une troisième marque, hein. Donc c'est la 4e télé qui est dans mon salon,
du troisième fabricant. Donc je vous rappelle, Panasonic, deux exemplaires, un exemplaire Sony et le quatrième exemplaire qui vient de chez Samsung. Donc je me suis dit, j'ai déjà des Samsung à la maison, ça s'est plutôt bien passé, et notamment, comme vous avez pu le voir dans le premier épisode de la Sony, cette télé normalement est là pour remplacer une vieille Samsung. Donc je suis pas un partisan de Samsung à la base, mais ça s'est toujours quand même relativement bien passé. Donc cette Samsung Q83T en 55 pouces, Full LED, QLED, donc avec la technologie Quantum Dot, excusez-moi, j'essaie de bien le prononcer, qui permet d'avoir une colorimétrie qui va au-delà du sRGB, qui est, si je ne me trompe pas, est même proche du White Gamut, ou de ce qu'on appelle aussi du Adobe RGB. Enfin, même si ce sont deux choses différentes, ça se rapproche. Donc ça permet d'avoir une colorimétrie qui est vraiment étendue. Maintenant, le terme QLED pour Quantum Dot, il faut savoir que d'autres fabricants l'utilisent, mais ne le dénomment pas QLED, mais ils ont les mêmes technologies. Hein. La Sony l'avait, la Panasonic l'a, donc une colorimétrie qui est étendue. Donc cette Samsung, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, cette Samsung, est, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympa. Je trouve qu'elle a un design vraiment très sympathique. Moi, j'aime beaucoup son design. Je suis plutôt pro, normalement, d'avoir des pieds de chaque côté. D'accord? Voilà. Là, c'est un pied central qui ne fait pas pivoter la télé, qui ne fait pas tourner la télé, mais le pied central se fait assez vite oublier, puisque vous pouvez voir qu'il y a notamment la caméra de la PS4 qui est là pour le cacher. Donc on a un petit côté un petit peu flottant de la télé, ce qui est plutôt appréciable et assez sympathique. Donc moi j'aime beaucoup le design qui est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, la construction et la finition, ça font partie des points positifs de la télé. Les ajustements des barres d'aluminium qui font de chaque côté de la télé, dans les coins, les ajustements sont absolument nickel. Ça ne bave pas, ça ne déborde pas. C'est très bien fait. La télé, alors je vous fais pas le déballage de la télé parce que elle était réceptionnée donc par moi, par Darty, et au moment où je l'ai montée, ben j'avais pas l'occasion de faire une vidéo. Donc du coup, malheureusement, vous n'avez pas la vidéo de déballage, mais il faut savoir que le déballage se fait relativement bien Samsung, et il y a une partie du carton en fait qui se déchire complètement sur le côté pour pouvoir retirer assez facilement la télé. Donc du coup, le déballage se fait très bien, la télé est très bien protégée, ça c'est un point positif aussi, c'est que la Sony, il y avait carrément une protection sur la dalle en carton, protection en carton sur la dalle. La Panasonic, c'était très léger comme protection. Là, il y a carrément un film en plus qui vient protéger la télé. C'est-à-dire que quand vous installez la télé, vous enlevez également un film qui protège toute la dalle. Donc la télé est très bien protégée, le déballage se fait très simplement. Et donc, on a vraiment une expérience utilisateur vraiment très haut de gamme, très premium. Le design de la télé est très sympa, très premium. La construction, la finition aussi, on voit tous les entourages donc en aluminium. Le pied est également en aluminium et c'est du solide. Enfin, il est en métal mais façon aluminium, c'est très solide. Donc très bon point pour la construction et la finition. Toujours dans le même état d'esprit, la télécommande. Voici la télécommande. Alors j'ai appuyé par inadvertance. Voilà. On voit un peu les menus, on les regardera après. Voilà la télécommande. La télécommande, c'est une petite télécommande. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de boutons, d'accord, mais elle pèse son poids, elle est toute petite, hein. Elle pèse son poids parce qu'elle est toute en alu. Toute en alu, elle est vraiment haut de gamme. La télécommande, c'est vraiment le point positif. En fait, cette Samsung, elle est au niveau de la télécommande, c'est l'anti-Panasonic. Vous vous rappelez, si vous avez regardé l'épisode 2 avec la Panasonic, la télécommande est assez désastreuse sur la Panasonic. C'est une des pires télécommandes que j'ai pu voir. Et ben la Samsung, la télécommande est vraiment haut de gamme. Vraiment haut de gamme, vraiment sympa, tout en aluminium. L'inconvénient, c'est qu'elle est un petit peu glissante, mais il y a un vrai côté premium.
des 3 télés, hein. C'est la meilleure télécommande que j'ai pu voir et elle est très intuitive. Elle n'a pas beaucoup de touches, mais très intuitif. Les boutons, là, les boutons de volume, le bouton des chaînes, il n'y a aucun jeu. C'est vraiment, vraiment nickel. Une télécommande au top. Et point super positif, c'est que si vous avez une vieille télé Samsung avec une vieille télécommande, un peu comme ma 27 pouces, qui est dans une autre pièce, une télécommande qui est relativement basique, tout en plastique, et ben, il faut savoir qu'elle est compatible avec cette télé. Donc vous pouvez recycler la télécommande d'une vieille Samsung et donc avoir une télécommande premium haut de gamme comme ça, qui est pour les accès rapides, et puis une télécommande où il y a tous les boutons de chaîne, les numéros et tout, qui est plutôt classique si vous voulez être un peu plus précis. Alors il n'y a pas beaucoup de touches. Au début je me suis dit ça va être galère au niveau de la télé, pour gérer la télé, pour aller de chaîne en chaîne. Et en fin de compte, on s'y habitue très très facilement et on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de plus parce qu'en plus, eh ben, il y a les raccourcis qu'il faut. Il y a du raccourci Netflix, il y a un raccourci Rakuten TV et il y a également raccourci Prime Video. Donc en fait, il y a tous les accès rapides. La gestion de menu se fait avec le bouton Home qui est ici. Enfin, c'est vraiment absolument nickel. Puis bien sûr, vous avez aussi sur la télécommande un mode micro ici, voilà, pour pouvoir faire l'assistant vocal. Donc, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une super télécommande et peut-être que même je trouve des 3 télés, c'est peut-être la télécommande qui m'a le plus surpris, qui est la plus premium et qui est finalement peut-être la plus sympa. Donc voilà, donc on est vraiment dans une télécommande qui est dans l'esprit de la télé. Et vous allez voir que la télécommande, elle est tout aussi intuitive qu'un autre point positif, qui est le système d'exploitation de la télé. Le système d'exploitation de la télé est très très intuitif. C'est Tizen, donc c'est un OS, c'est l'OS spécifique à Samsung, qu'à un moment on avait retrouvé il y a quelques années dans les téléphones Samsung, dans les téléphones mobiles Samsung. Samsung avait essayé à un moment de voir s'ils pouvaient concurrencer un petit peu Android avec leur propre système d'exploitation qui s'appelait Tizen OS. Et ben Tizen OS, ben, ça n'a pas beaucoup marché dans les téléphones mobiles, donc il y a quelques années. Donc ils ont recyclé Tizen OS et ils l'ont mis dans leur téléviseur. Et ben le système d'exploitation est très très intuitif. C'est pas du Android, mais on a quand même une impression plutôt bonne. C'est intuitif. Les menus sont vraiment accessibles assez facilement. Enfin, il y a tous ces aspects-là. C'est bien fait, c'est joli, ce n'est pas austère. Et en plus, la navigation avec la télécommande qui est tout aussi intuitive, ça se fait vraiment, vraiment très bien. Donc, c'est vraiment un super OS et une très bonne alternative, je trouve, à Android. Ceux qui n'aiment pas trop les Android TV ou qui ont peur de tout ce qui est gestion de données à la Google, donc au GAFA, et ben Tizen OS, même si certainement ils doivent aussi vous prendre vos données, hein, tous les constructeurs le font, quel que soit leur système d'exploitation. En tout cas, vous avez le droit de refuser à l'installation. Le système d'exploitation est une vraie bonne alternative et pour moi est une vraie bonne surprise. J'avais un peu peur venant de Panasonic qui avait un système d'exploitation également propriétaire comme Samsung. Je me disais, ben là ça va être un petit peu la galère. Et non, pas du tout. En fin de compte, ça se fait très bien. Donc, intuitif, joli, très complet aussi, avec beaucoup de réglages dans tous les domaines. Donc c'est vraiment très très sympa et un point, vraiment une excellente surprise, le système d'exploitation. Ce qui est aussi très intéressant et ce qui est vraiment apparemment propre à Samsung, c'est le filtre anti-reflet. Alors là, vous voyez ma baie vitrée ici, et puis vous me voyez un petit peu, vous pouvez m'apercevoir ici sur la vidéo. Donc là, il fait très beau, j'ai une baie vitrée qui est carrément là, hein, j'ai même plusieurs baies vitrées. Vous allez vous dire, oui, on arrive à voir, on a du mal d'ailleurs à voir l'image, hein, l'éléphant, etc. Je peux vous dire que le filtre anti-reflet de cette Samsung est l'un des meilleurs que j'ai pu avoir. Donc, comme vous pouvez le voir, même avec un très bon filtre anti-reflet, eh ben, j'ai quand même beaucoup de luminosité quand il fait beau. Je suis dans un salon, c'est une télé pour de la télé, pour être dans un salon. Donc, du coup, c'est très important pour moi d'avoir un très bon filtre anti-reflet.
Et ben là, des deux autres, donc de la Sony et de la Panasonic, c'est vraiment de très loin le meilleur filtre anti-reflet. Donc si vous êtes un peu comme moi dans une situation avec beaucoup de baies vitrées, de lumière, surtout quand il fait beau comme ça, et ben n'hésitez pas, le Samsung peut être un bon choix. Alors il y a aussi des points négatifs, on les verra après, des points négatifs qui sont très importants, mais en tout cas voilà, le filtre anti-reflet est un très très bon point positif, et un point positif très important de cette Samsung. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore comme point positif? Les noirs. Alors c'est une technologie full LED, comme la Sony, pas comme apparemment la Panasonic qui était apparemment une LED Edge, mais avec un local dimming ultimate vraiment très bien géré. On a des noirs qui sont vraiment très très profonds. J'ai eu beaucoup de mal à percevoir le fameux halo propre à la techno full LED, c'est-à-dire quand vous avez un écran totalement noir et que vous avez au centre une écriture, un icône, un logo blanc, vous avez ce phénomène halo tout autour qui est propre à la techno full LED. Et bien là, c'est très très difficile de l'apercevoir, il faut vraiment se mettre sur le côté, mais vraiment sur le côté de la télé pour pouvoir voir quoi que ce soit. Donc je trouve que la gestion des noirs est vraiment extrêmement bien gérée sur cette Samsung. C'est vraiment un point très positif, pardon, je vais y arriver. Et je trouve même que c'est meilleur que la Sony. La Sony, je voyais assez facilement, en fait, le halo, enfin assez facilement. J'exagère, si on revoit la vidéo de la Sony, c'est pas ce que je dis exactement. Mais comparé à la Samsung, je l'ai vu beaucoup plus rapidement, alors que sur la Samsung, j'ai vraiment dû chercher pour pouvoir voir le halo. Quand vous êtes en face de la télé, c'est simple, vous ne voyez absolument rien. Donc très bonne gestion des noirs, très bonne gestion du local dimming aussi, de la gestion donc du rétroéclairage et des noirs, qui est très bien géré. Donc vraiment un très beau point positif pour cette télé, à tel point que on a un côté OLED. En fait, on a une impression d'avoir une télé OLED. Alors on sait que QLED, il n'y a qu'une lettre qui change, et que d'un point de vue marketing, Samsung, les télé QLED sont là pour concurrencer d'une certaine façon les télé OLED de LG et d'autres fabricants. Et ben, on a vraiment cette impression à l'image de téléviseur QLED. Alors sur la vidéo, hein, je vous parlais de filtre anti-reflet, là on me voit bien dans la vidéo. Je tiens à vous rassurer, la vidéo accentue cet effet cet effet miroir, voilà, je cherchais mes mots. Mais dans la réalité, c'est quand même la meilleure des télés de ce côté-là, avec un très bon filtre anti-reflet. Petit aparté. Donc je reviens sur cet effet OLED, on a vraiment une impression OLED, d'avoir une image vraiment très contrastée, une très bonne gestion des noirs, et c'est fait exprès, c'est sans doute très fait exprès, et c'est pour ça aussi que Samsung veut concurrencer les OLED en mettant un bon paquet sur la bonne gestion des noirs d'un point de vue électronique et de leur dalle. Donc, et c'est réussi, on a vraiment un effet OLED au niveau de la gestion des noirs. Dans les points positifs, on a une très bonne mise à l'échelle des sources qui sont non 4K. C'était déjà le cas sur la Panasonic, moins le cas sur la Sony, mais en même temps la Sony c'était aussi une 65 pouces. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une très bonne gestion des sources non 4K, une très bonne mise à l'échelle. Donc ça se fait très bien, c'est vraiment très positif. Autre chose, le mode jeu. Donc je suis joueur, hein, j'ai une PS4, j'ai une Xbox One. Et le mode jeu est très convaincant pratiquement même au déballage. Si vous branchez votre PS4, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs j'ai branché ma PS4 et j'ai joué direct pour voir ce que ça donnait. J'ai trouvé ça très convaincant, très fluide, très réactif. Le mode jeu est vraiment le point positif et il n'y a pas besoin d'aller dans beaucoup de réglages pour l'optimiser, à part enlever un petit peu de gestion des noirs qui me semblaient trop noirs et de retirer un petit peu de contraste puisque l'image était trop dynamique et trop contrastée à mon goût. Et on verra que c'est aussi un point négatif, un très gros point négatif. Mais à part ça, je suis passé 30 secondes à re-régler aux petits oignons
le mode jeu, mais la réactivité déjà par défaut et tout est là. Donc le mode jeu est vraiment très convaincant et c'est très positif. Maintenant, on va arriver dans les points négatifs et il y en a beaucoup des points négatifs. Là, je vous ai cité beaucoup de points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs. Dans les premières choses, dans les points négatifs, c'est l'image. La qualité de l'image qui est par défaut, quand on la sort la télé de la boîte, quand on l'allume, on a une image qui est très dynamique, extrêmement dynamique. Alors c'était le cas aussi de la Panasonic, c'est le cas en général quand on sort les télés des boîtes au déballage. Mais le problème, c'est que même quand vous mettez en mode cinéma la télé, eh ben, on ne tombe pas du tout sur une image naturelle. On tombe sur une image qui reste, à mon goût, trop dynamique. Donc on n'a pas d'image naturelle par les réglages par défaut, en mettant en mode cinéma ou ultra cinéma, etc. Il est pour moi impossible, c'est mon point de vue personnel, d'avoir, avec ce genre de réglage rapide, d'avoir une image naturelle. L'image n'est pas du tout naturelle. Alors on sait que Samsung, par définition, un peu comme LG, les constructeurs coréens ont toujours tendance à avoir des images très dynamiques. Ils le font un petit peu exprès. Ils ont toujours une image wow effect, une image pas naturelle. Là, moi, ça m'a beaucoup embêté, surtout que dans les réglages, c'est assez difficile à obtenir une image naturelle. Donc, une image beaucoup trop dynamique, même en allant dans les réglages. La gestion de la fluidité. La gestion de la fluidité, clairement, elle est moyenne. Elle se fait bien, là vous n'allez pas voir la différence, mais ça se fait plutôt pas mal quand même. La fluidité est quand même plutôt bien gérée, mais ça n'a rien à voir avec du Panasonic, ça n'a rien à voir avec du Sony qui reste vraiment supérieur de ce côté-là. C'est du standard, ça m'a pas bluffé, au contraire, voilà, ça m'a pas non plus extrêmement déçu, mais j'ai pas trouvé ça excellent. Je trouve que la gestion de la fluidité de l'image est vraiment pas exceptionnelle. Point qui est pour moi l'un des points les plus importants dans les points négatifs, c'est le réglage. Les réglages sont très difficiles sur ces télés. Alors les réglages sont nombreux, mais pour avoir une image qui soit naturelle, avec une bonne gestion de la fluidité, je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps. Alors j'ai dû passer une semaine entière, on va pas dire non-stop, hein, bien entendu, mais une semaine entière à une demi-heure pratiquement chaque soir, en rentrant du travail ou après le travail, à essayer de trouver des réglages. Et c'est la télé qui m'a procuré le plus de difficultés à trouver une image naturelle avec une bonne gestion de la fluidité de l'image. Ça a été une vraie galère, je vais vous le dire, clairement, une vraie galère à trouver un réglage qui soit correct et qui soit une impression naturelle et de cinéma. Clairement, c'est une image par défaut trop dynamique et les réglages, c'est vraiment compliqué. Ils sont nombreux, ils sont bien faits, les menus sont intuitifs, c'est pas le problème, mais c'est que comparé à du Panasonic où en quelques clics ça se fait, en choisissant cinéma ça se fait très facilement, pareil à la Sony, là c'est très compliqué et les réglages pour trouver, si vous aimez une image naturelle comme moi, ça va être vraiment difficile. C'est vraiment très difficile. L'homogénéité de la dalle. L'homogénéité de la dalle, clairement, elle est moyenne. Je vous le dis franchement, je l'ai trouvée moyenne par rapport à une Panasonic. Alors pourtant, c'est une full LED. Par rapport à une Panasonic et une LED Edge, je l'ai trouvée en dessous. Et même par rapport à une Sony qui est pourtant une 65 pouces, donc plus grande, donc il y a normalement plus de difficultés à avoir une homogénéité correcte, je l'ai trouvé pas mieux, voire même peut-être un petit peu en dessous. Donc l'homogénéité de la dalle, pas forcément exceptionnelle. Voilà. Pourtant c'est du full LED. C'est ça qui est un petit peu décevant. Là on va arriver dans des points encore beaucoup plus négatifs. C'est que cette télé n'échappe malheureusement pas aux pixels morts. Effectivement. Donc cette télé a 2 pixels morts. 2 pixels morts. Elle en a un en plein dans la bande noire tout en bas, à gauche, et un petit peu au-dessus, par là, qui est juste au-dessus de la bande noire au niveau des films. Donc au final, je la garde parce que les pixels morts, contrairement à la Panasonic, ça ne fait pas une diagonale
ou complètement éparpillée au milieu de la dalle, ou la Sony qui était sur cette partie-là. Là, c'est vraiment, les deux pixels morts sont vraiment ici, sont vraiment dans cette zone-là, donc c'est pas une zone où on va voir quelque chose par définition. Donc, mais en tout cas, 4 télés, et 4 télés avec des problèmes de pixels morts, avec 3 constructeurs différents. Voilà. C'est pas la pire, puisque c'en est 2. C'est pas la mieux, puisque la Sony faisait finalement mieux avec un seul pixel mort sur une 65 pouces. Donc on peut dire sur cet exercice-là, finalement la moins pire, c'est la Sony. La pire, c'est la Panasonic avec une x 3 et une x 4. Donc elle se situe un petit peu entre les deux, donc 2 pixels morts. S'il n'y avait que ça serait bien. Le problème de cette télé, c'est qu'elle est soumise à un mauvais rétroéclairage. Le rétroéclairage est vraiment mauvais, et je ne suis pas le seul à le dire, puisque je me suis renseigné sur Internet. C'est que cette télé souffre de 2 problèmes liés à la technologie LCD. A un problème de banding, c'est-à-dire des légères bandes de rétroéclairage qui peuvent apparaître sur des fonds clairs, blanc ou gris à l'image lorsque vous avez du travelling, et elle est aussi dotée du DSE. Alors le DSE, c'est quoi? C'est du Dirty Screen Effect. Alors sous ce nom anglophone, qu'est-ce que vous avez sous ce terme anglophone? Le Dirty Screen Effect, si vous parlez un petit peu anglais, ça veut dire l'effet écran sale. Donc c'est simple, quand vous avez du travelling à l'image, du travelling gauche ou droite, vous avez un effet écran sale, comme si il y avait de la poussière sur la dalle qui apparaît. Et puis quand l'image reste fixe, quand le travelling s'arrête, comme là on peut voir, on a une image pratiquement fixe, vous n'avez pas cet effet-là. Alors pour l'apercevoir, comme le banding, c'est souvent lié d'ailleurs, c'est quand l'image est claire, donc une image avec un fond blanc ou un fond gris, par exemple, ou alors quand vous avez une image avec beaucoup de ciel, donc quand c'est très clair, ce qui n'est pas le cas là, et que vous avez un travelling rapide à gauche ou à droite, vous avez du banding et surtout du DSE, donc l'effet écran sale qui apparaît. Alors, sur la Panasonic, clairement, il n'y avait pas ça. Sur la Sony, clairement, il n'y avait pas ça. Et même sur les 2 Panasonic, il n'y avait pas ça. Donc c'est la seule télé, et c'est la première fois de ma vie que je vois du banding et du DSE sur une télé. Même sur mes Samsung autres qui sont plus petites, une 40 pouces et une 27 pouces, je n'ai pas cet effet-là. Et pour information, je me suis renseigné sur Internet. Ce modèle-là, et même les QLED en général, souffrent de ces problèmes de banding et alors si je dis à la française du banding et du DSE, donc l'effet écran sale. Il faut savoir que cette Q83T est apparemment connue sur Internet pour avoir ce genre de problème. Donc voilà, le rétroéclairage, clairement, pourtant c'est du full LED, on ne s'attend pas à voir ce genre de choses, mais le rétroéclairage est mauvais. Donc à quoi c'est dû le banding et le DSE? C'est dû, pas au fait qu'ils n'ont pas bien nettoyé la dalle en usine, pas du tout, rien à voir. C'est dû en fait aux LED de rétroéclairage qui sont des fois pas bien mises, ou alors qui sont pas mal mises, mais dans la conception, c'est pas forcément au bon endroit que ça a été correctement mis. En fait, ces télés, ces QLED ont une conception qui font qu'elles ont souvent du banding et du DSE. En tout cas, sur les forums, que ce soit le forum Samsung ou les forums Home Cinéma, Solutions, etc., vous pouvez voir très régulièrement des personnes qui se plaignent sur des QLED, alors des QLED aussi bien haut de gamme, voire même très haut de gamme, comme la série Q90, avec des problèmes de banding. Donc voilà, de banding ou de DSE. Donc c'est vraiment très désagréable, parce que quand vous mettez ça avec des réglages difficiles, une homogénéité de la dalle qui est plutôt moyenne, alors que c'est du full LED et puis des pixels morts, et que vous achetez une télé qui normalement est sortie à prix public à 1 500 €, et vous vous dites, c'est quand même un peu inadmissible. Sachant que sur les Q90, qui peuvent aussi avoir ce problème, c'est des télés à plus de 2 000 €, puisqu'elles sont là pour concurrencer directement et en frontal les OLED.
Voilà. Donc la technologie OLED, vous n'avez pas ce problème de banding ou de DSE. Vous pouvez avoir des problèmes, c'est assez rare, mais de temps en temps, vous pouvez avoir des problèmes d'homogénéité. Vous avez bien sûr les problèmes de pixels morts, mais ce genre de choses, vous n'avez pas. Alors quand vous avez Samsung qui vous dit on est là pour concurrencer l'OLED, finalement, c'est pas très convaincant. Donc voilà, donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette télé? Que le marketing QLED de Samsung ne m'a pas impressionné, que cette télé, à mon sens, ne fait pas la différence face aux LCD concurrents, même si elle a des qualités, elle a aussi des points négatifs qui sont très importants, qui sont trop importants pour moi. Cette télé ne m'a pas convaincu au final. Je trouve que si on devait si un prof devait noter cette télé, il dirait que c'est un élève moyen. C'est un élève moyen qui se repose sur ses lauriers et qui aurait pu mieux faire. Voilà. Donc, cette télé, en fait, c'est simple. Vous prenez la Panasonic, c'est l'antithèse absolue de la Panasonic. Très bonne OS, très intuitive, très bonne construction avec une télécommande vraiment sympathique. Par contre, donc tout l'inverse de la Panasonic. Et à l'inverse de la Panasonic, qualité d'image qui manque beaucoup de naturel, réglage très difficile pour avoir une image naturelle, rétroéclairage très mal géré, très mal conçu, avec du banding, du DSE, etc. Donc en fait, cette Samsung, cette Q83T, ou la série Q80, on va dire, T, c'est l'antithèse absolue de la Panasonic. Voilà. Donc vous avez le 180 degrés par rapport à la Pana. Je comprends d'ailleurs pas, parce que cette Q83T, au final, elle a été notée comme une télé référence par le site Les Numériques. Alors je ne comprends pas comment le site Les Numériques peuvent noter cette télé comme une télé de référence, alors que vous avez une Sony, la Sony 9505 HX, vous avez la Panasonic qui moi, en termes de qualité d'image et sur beaucoup d'aspects, me semble meilleure. Enfin, peut-être qu'on n'a pas les mêmes critères, et je l'entends bien. Moi, j'attache beaucoup d'importance sur la qualité de l'image, plus que par exemple sur l'intuitivité du système d'exploitation ou les applications du marketplace de Tizen. Mais en tout cas, je comprends pas comment le site Les Numériques, en tout cas, peuvent noter ces télés comme référence. Alors à moins qu'ils aient reçu un exemplaire absolument nickel, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais quand je vois comment les forums sont inondés de problèmes de rétroéclairage sur cette télé, voilà, j'ai du mal à expliquer. Au final, cette télé, je vais la garder parce que je vais être franc avec vous. C'est le 4e exemplaire, j'en ai ras-le-bol. J'en ai tout simplement ras-le-bol de changer de télé. Donc je la garde, tant pis, voilà, je la garde. Elle a ses défauts, elle a aussi ses qualités, hein, je vous l'ai dit au tout début. Surtout que cette télé, pour moi, elle est surtout faite pour une utilisation vraiment télé, chaîne télé et autres, plus que cinéma. Bien sûr, de temps en temps, je regarde du Netflix, du Amazon Prime. Il y a les films aussi du dimanche soir aussi qui peuvent être intéressants. Donc il y a aussi une utilisation cinéma, mais cette télé elle est aussi utilisée pour regarder les infos, des BFM TV, des chaînes d'infos, etc. Donc au final ça le fait, sachant que avec son contraste qui est vraiment très bon, sa gestion des noirs pour regarder les dessins animés et tout avec les enfants, ça le fait vachement bien. Donc, et puis mais j'en ai surtout marre d'avoir les loteries, d'avoir des télés que vous payez à la base, même si elles sont promo aux alentours de 1000 euros, mais qui valent 1500 euros, et que les fabricants ne vous donnent pas de télé de qualité à ce prix-là. Donc au bout d'un moment, ça me fatigue, et donc c'est moi qui cède plus que les fabricants. Si je dois donner une sorte de classement sur les 3 télés que j'ai eues, en termes de qualité d'image, le classement c'est premier Panasonic, deuxième Sony et en dernier c'est Samsung. Et si je donne un classement global, je dirais le meilleur compromis, celle qui a le meilleur compromis, c'est la Sony au final. Et pour moi, la Sony, elle est donc la meilleure des 3 puisqu'elle a le meilleur compromis, elle a le meilleur des 2 mondes.
Elle a une très bonne qualité d'image. Elle est très intuitive, télécommande vraiment super, Android TV fait super bien le job, etc. Donc final, c'est elle qui est vraiment la meilleure des télés. La Panasonic viendra en deuxième parce qu'elle a quand même une qualité d'image qui est assez exceptionnelle et une électronique derrière de gestion, de fluidité, de mouvement et de mise à l'échelle qui est excellente, même si elle a tous les problématiques liées à tout ce qui est OS, système d'exploitation, intuitivité, etc. Et la Samsung, elle resterait également dernière. Donc, qualité d'image, Panasonic, Sony, Samsung, et le classement général, Sony, Panasonic, Samsung. Donc, vous allez me dire, finalement, je perds au change parce que j'aurais dû garder la Sony, ou j'aurais dû garder la Panasonic. La Panasonic, c'était une très bonne télé, mais je vous rappelle qu'on avait 3 pixels morts en diagonale et que le deuxième exemplaire que j'ai reçu, que je ne vous ai pas mis en vidéo, les pixels morts, les 4 pixels morts, il y en avait un là, et il y en avait 2 ici, pour information. Donc au final, j'aurais dû garder la Sony. Je regrette pas, parce que j'ai pas pour objet de regretter les choses dans la vie. J'ai tenté d'essayer d'avoir une télé qui corresponde à un budget qui est conséquent, qui doit normalement correspondre à ce qu'on attend quand on donne 1000 € à un fabricant ou 1500 € à un fabricant. J'ai perdu. En tout cas, la conclusion, c'est que les fabricants de télé ne sont pas capables de fournir des choses quand même qui correspondent à des budgets importants. Et que la qualité malheureusement des télés ne sont pas forcément excellents et que on a forcément des problèmes quand on achète une télé liés soit à la technologie LCD, même les OLED, vous avez quand même des pixels morts sur du OLED, etc. Vous avez aussi les systèmes de marquage, le principe de marquage sur du OLED. Donc voilà. Donc finalement, la conclusion de cette série, cette trilogie sur la télé, sur le choix d'avoir une télé pour moi, c'est que c'est complètement la loterie et que personne n'échappe à cette loterie-là. Voilà. Donc je garde cette Samsung Q83T qui est pour moi un élève moyen, mais je garde. Et puis j'espère que cette série, cette trilogie vous aura plu, que ça vous aura également aidé pour le choix éventuellement d'une télé, des choses à regarder, des choses à prendre en compte. En tout cas, moi, ça a été un plaisir en tout cas de partager ça avec vous, sincèrement. Par contre, ça n'a pas été un plaisir d'avoir tous ces problèmes-là chez 3 fabricants et 4 exemplaires. Voilà. Bon, j'aurais préféré faire une seule vidéo qui convienne et faire un déballage et faire des revues d'une seule télé, d'un seul modèle. Bon, en tout cas, j'ai voulu vous faire profiter aussi de ma galère, en espérant en tout cas d'être un peu poisseux par rapport à vous et que vous, vous ne soyez pas soumis à autant de galères, quelle que soit la technologie, le fabricant et autres. Je vous dis à bientôt pour d'autres déballages. N'hésitez pas à mettre des choses dans les commentaires, à laisser des commentaires, j'essaye d'y répondre. Vous avez aussi des informations dans la description et vous pouvez également aller sur le compte Twitter de la chaîne où je mets des choses en avant-première, des futures vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, je fais ça en simple amateur. Je ne suis pas un professionnel, donc ce n'est que mon avis personnel. Et bien sûr, ce n'est pas forcément l'avis général de tout le monde. Donc vous faites comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.